Et que vive le patrimoine. On parle beaucoup de restauration, de préservation, en particulier des fameuses vieilles pierres, restaurer Chambord, Rambouillet, Notre-Dame de Paris, Versailles. Mais au-delà de la minéralité, il y a le patrimoine immatériel. Notre langue, bien sûr, qui subit les assauts d'une américanisation dont nous sommes souvent responsables. Hein, l'anglais pour faire joli, vous connaissez. Et plus largement, notre culture, son illustration, son rayonnement, cette richesse qu'il est convenu d'appeler l'exception française. On va en parler avec nos deux invités. Dirigeante d'entreprise, cette férue de culture est aussi scientifique, elle qui s'est penchée sur l'ARN messager à la passion dans l'ADN. Elle avait d'abord refusé la proposition d'Emmanuel Macron. Heureusement pour nous et pour la culture, elle s'est ravisée à accepter ce portefeuille qu'elle a rempli de décisions sonnantes et réjouissantes. Accessibilité de la culture au plus grand nombre, passe culture, droit voisin, lutte contre les fake news, 3 points de suspension. Et Avignon, pour nous, en plein cœur du festival, en plein cœur de son festival, dans le Sud, elle passe aux actes. Forcément. Françoise Nyssen, merci de nous rejoindre. Merci de l'applaudir. Françoise Nyssen qui nous rejoint sur cette scène et que je remercie parce qu'elle est quand même très occupée d'être avec nous cet après-midi. Si Chambord m'était compté, c'est ainsi que commença notre amitié, cher Jean, avec une pensée pour notre Gonzague, feu Gonzague Saint-Brice, alors que tu m'offris le privilège de dormir au sein même du château que tu animais de ta passion et de ton enthousiasme, une fois Chambord fermé au public. Aujourd'hui, c'est l'histoire diplomatique de la France à Monaco que tu perpétues et que tu animes. Et lorsqu'il s'agit de la vraie, plus ancienne monarchie du continent, l'orfèvre du patrimoine matériel et immatériel que tu es, y excelle aussi. Jean d'Aussonville, qui nous rejoint. Vous pouvez l'applaudir. Merci à toi, cher Jean, d'être avec nous, d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà. On va avoir des regards croisés qui sont très intéressants pour commencer cet après-midi. Je disais, Françoise Nyssen, c'est quand même un sacré parcours et un parcours atypique, je disais scientifique, la biologie moléculaire, et puis le mouvement des luttes urbaines à Bruxelles. Racontez-nous tout ça, ces coulisses, parce que c'est ça qui fait la femme que vous êtes aussi. Je n'en sais rien, mais c'est vrai que je n'ai jamais finalement fait autre chose que d'aller en cohérence vers les choses qui me semblaient nécessaires, qui venaient me percuter d'une certaine façon. Vous avez parlé du poste à la rue de Valois, effectivement que je n'avais pas accepté en premier abord. Et finalement, j'y étais et j'étais vraiment extrêmement heureuse de pouvoir agir là où on est. Parce qu'à chaque endroit où on est, on peut agir avec le lieu où on est et avec ses convictions du moment qu'on se pose toujours cette question de la cohérence. Mais c'est vrai que si j'ai fait de la recherche en biologie moléculaire, c'est parce que je trouvais ça absolument passionnant. J'ai eu de la chance aussi d'avoir dans la famille un grand scientifique qui m'a quand même ouvert cette voie-là. Et si j'ai quitté la biologie moléculaire pour aller vers l'urbanisme, c'est parce que j'étais percutée par ce qui se passait à Bruxelles, à savoir tout un territoire qui était saccagé sans aucune considération ni pour le bâti, ni pour les habitants. Et que donc là, j'ai découvert la lutte sur les terrains, donc ce qu'on appelle les luttes urbaines, qui m'a amenée au ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie, où je dois dire, j'ai eu le sentiment de l'exil d'une petite Belge en France. C'est parce que les rythmes, les façons d'être ne sont pas du tout pareils. Qu'est-ce qui était le plus marquant et le plus surprenant ? Alors, il se fait que j'ai fait toutes mes études au lycée français à Bruxelles, et j'ai toujours souffert d'une espèce de... Je suis désolée, hein, c'est pas... Ce pays m'a accueilli. J'ai pu faire des choses formidables et j'en suis infiniment reconnaissante. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mobilisation pour aller voter dimanche est totalement nécessaire pour défendre notre démocratie. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'arrogance qu'on peut observer dès qu'on a 6 ans au lycée français, qu'on est une petite Belge au milieu des petits Français. Il n'y a rien à faire. Arrogance, suffisance ? Je ne sais pas, ou peut-être une énorme timidité qui oblige à être un peu en surplomb, et c'était compliqué. Et puis les rythmes aussi, la façon d'être, enfin voilà. Il y a quelque chose, finalement, tout le monde, quand on parle de la Belgique, on dit que ah, mais ils sont tellement charmants, ah, ils sont merveilleux, etc. C'est pas un hasard. Et c'est vrai qu'il y a une forme de simplicité. Il y a d'autres problèmes, hein. Il y a les problèmes linguistiques qui sont
absolument insupportable, etc. Mais enfin bon, voilà. Donc c'était bizarre. Et quand on se retrouve dans un ministère au stade de contractuel, hein, j'entends, parce qu'après je l'ai connu d'une autre façon, les rythmes sont bizarres. On est quand même dans un rythme, c'est peut-être pas très signifiant, soutenu, hein. Mais pour moi, d'aller travailler extrêmement tôt, de ne pas passer du temps à midi dans des longs déjeuners et des longues conversations de fin d'après-midi, alors qu'il y a des enfants qui attendent à la maison, ça me paraissait essentiel d'avoir ce rythme-là. Voilà. Donc, et puis le soir, aller au spectacle plutôt que d'aller boire des godets avec des copains, c'était quand même... Et je ne comprenais pas, je ne juge pas, je ne comprenais pas. Ces histoires de rythme. En tout cas, merci Françoise Nyssen d'être avec nous pour rythmer déjà ce festival. On y reviendra tout à l'heure, et puis pour rythmer ce début d'après-midi. Jean, et que vive le patrimoine, cette distance entre le passé et soi-même. Comment tu interprètes, toi qui es féru de patrimoine, justement, cette thématique? Mais je me suis demandé en venant, au fond, si le patrimoine n'était pas une sorte d'instrument collectif de réparation d'une société. Et quelque chose qui a à voir, alors pardon, c'est un peu le contraire du titre, mais avec la mort, avec l'angoisse de la mort, et la possibilité de participer à une sorte de parcelle d'immortalité. C'est l'idée de durée. La possibilité, le côté rassurant du patrimoine, cette espèce de permanence, donc qui a à voir avec le vivre ensemble, le fait de rapprocher les gens, de former une cohésion, mais aussi dans le double sens de réparer, à la fois de remettre une chose en l'état, puisque sachant que j'avais une éditrice pointue sur la tribune, j'étais consulté un dictionnaire, parce que je suis encore un peu scolaire malgré tout, et j'ai vu les deux sens du mot réparation qu'on observe dans tous nos débats. C'est à la fois remettre une chose en état, c'est ce qui est dit d'un moteur par exemple, ou bien réparer une situation, c'est-à-dire un affront, un outrage, un drame, en fait un traumatisme. Et dans le patrimoine, on trouve les deux choses, parce qu'un patrimoine, c'est à la fois un objet, une chose, c'est aussi un organisme vivant, c'est-à-dire qu'un bâtiment peut être malade, il peut être défiguré, il peut perdre sa destination, et puis c'est aussi une âme, comme une atmosphère, mais aussi un lieu qui survit à notre propre mort, et parfois même à une civilisation mortelle. Donc il y a une part d'éternité, il y a quelque chose qui est métaphysique dans le patrimoine. Chambord, c'était ça, en fait, pour moi, la quête de Chambord. Et donc, dans la réparation du patrimoine, il y a certainement les deux aspects, à la fois comment garantir la permanence, la vie, et sans doute aussi comment effacer un traumatisme. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un traumatisme, on pense évidemment par exemple à Notre-Dame de Paris. Réaction par rapport à ce que dit Jean, Françoise Nyssen, sur des lieux, des choses, du bâti qui nous dépassent parce qu'il y a une continuité. Tu faisais référence à l'Égypte ancienne par rapport à ce qui reste aujourd'hui. Réaction par rapport à... Alors ça me touche parce qu'effectivement, le terme réparation est le thème général de vos... Alors, j'arrive, je débarque, donc je suis un peu désolée parce que je ne fais que passer. On apprécie vraiment. Mais le terme réparation m'importe énormément et d'une certaine façon, tout le travail que j'ai pu faire, notamment avec les génétiques, qui a évolué vers l'épigénétique, qui nous oblige à repenser autrement la détermination des choses, est un élément absolument passionnant aussi par rapport à cette notion de réparation. Et on en a parlé quand on a préparé. Je suis très préoccupée aussi. Il se fait que quand j'ai quitté le gouvernement, j'avais la possibilité de travailler sur cette question du Grand Tour. Et je trouvais ça une question absolument passionnante. Et je m'étais dit, si je travaille là-dessus, je vais prendre en compte les patrimoines. Et les patrimoines, pour moi, il y en a un qui vient immédiatement à l'esprit quand je parle de patrimoine, c'est le sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous dites, puisque lui, clairement, par l'action humaine aujourd'hui, il est atteint, il est malade, et on risque de le perdre. Et donc, il n'est pas dans l'éternité si on n'y prend pas attention. Donc, c'est très intéressant parce que c'est vraiment les deux aspects du patrimoine. Et par rapport à l'idée de réparation, un grand penseur qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant, je crois, Bruno Latour, disait que dans ce monde où il nous reste à peu près 50 ans de sol, le sol, c'est l'ensemble de notre patrimoine de vie. C'est un peu comme l'eau. Hein. C'est ce qu'il y a dans le sol et c'est aussi toute l'atmosphère, c'est tout le vivant, etc.
Et il disait qu'à force de travailler de façon extractive, chacun dans notre silo, on ne fait qu'accentuer la chose, et il est absolument urgent. Et alors, il n'utilise pas le terme réparer, il utilise un terme que j'adore, et qui parfois n'est pas connu par certaines personnes, qui est le terme ravauder. Vous savez, l'œuf de la grand-mère, là, dans la chaussette. Il est urgent de ravauder. Et pour cela, il faut travailler ensemble. Œuvre collective, collectif, démocratie. On a tous un regard et une appréhension du patrimoine. Jean, on a l'impression que c'est une relation, puisqu'on parlait de démocratie ce matin avec Alain Juppé, c'est un peu ça, non? Une sorte de relation. On a tous un peu un avis dessus déjà. Oui, absolument. Bon, d'abord, on est chez Jean Villard ici. La démocratie culturelle, c'est en fait le lien avec le public, c'est la réception du public. Le propre de l'architecture et du patrimoine, je parle du patrimoine bâti en l'occurrence, c'est qu'on a tous un avis sur les bâtiments qu'on voit dans la rue, consciemment ou non. Donc on a tous un jugement, alors que ce ne serait pas forcément le cas d'une collection d'art plastique où il faut pousser la porte, peut-être avoir une formation pour pouvoir comprendre, apprécier. Et donc, le patrimoine est extraordinairement démocratique. On le voit d'ailleurs dans les territoires. C'est aussi quelque chose qui crée le lien. Et il est présent partout. Il est presque gratuitement présent partout. Mais en revanche, dans sa conception, sa préservation, sa restauration, le processus est un processus scientifique et un processus esthétique, et lui qui n'appartient pas vraiment au collectif. C'est-à-dire que moi je ne crois pas qu'il y ait de démocratie dans la création artistique. En fait, le créateur, il est seul. Oui, il y a un groupe de créateurs, mais en fait, il y a une idée, une impulsion, une intention. C'est pas vraiment démocratique, du coup. Ça n'est pas démocratique par essence. Voilà, le compositeur d'une symphonie n'est pas un démocrate quand il compose. Je vois Françoise qui réagit, et ça vous parle évidemment. Bien sûr, et on n'a pas encore parlé du patrimoine, vous l'avez évoqué, du patrimoine immatériel. Mais par exemple, hier soir, on était dans la nuit d'Avignon, dans la cour d'honneur, qui était vraiment remplie, comme je l'avais rarement vu, et avec des responsables de tout ordre et les artistes, dire comment c'était important dans ce patrimoine-là, aujourd'hui, qui vivait grâce à la beauté, aux artistes, à la sensibilité, etc. Ça faisait résonner aussi la nécessité de notre mobilisation pour défendre tout ça et continuer, parce que la culture, ce n'est pas que comme ce que d'ailleurs vous avez toujours fait à Chambord, hein, c'est tellement un exemple, c'est-à-dire que le patrimoine qui peut être éternel n'est éternel que si on le fait vivre, et que si on le fait vivre en pensant à l'avenir et en nous donnant des perspectives. Et donc là, je pense que c'est extrêmement important de le voir dans cette temporalité, et de voir aussi à quel point, et on le voit dans toutes les actions qui te fait, encore qui était avec le Monde Nouveau, qui était l'émergence d'artistes avec des actions dans le patrimoine. On voit bien à quel point tout cela était important. Mais c'est vrai que je voulais rebondir sur la dernière proposition, mais je ne sais pas si c'est le temps, sur le fait de l'artiste un peu isolé et seul. Parce que je crois qu'aujourd'hui... Et hors sol, pour prendre l'idée du sol. Le sol, de parler du sol encore. Absolument, ouais. Oui, je crois que c'est ça, je rebondissais, oui, absolument. non, moi, ce que j'avais envie d'évoquer par rapport à ça, c'est l'artiste aussi qui fait société. De plus en plus aujourd'hui, les artistes ont le souhait de faire société. Et le problème, c'est que parfois, on oublie des dispositifs qui ont été mis en place il y a de nombreuses années. Je crois que maintenant, ça fait une quarantaine d'années, et qui sont des dispositifs absolument extraordinaires. Et je veux parler de quelque chose, je ne sais pas si vous le connaissez, des nouveaux commanditaires. Et les nouveaux commanditaires sont partis du principe que les artistes pouvaient faire société, étaient au service d'une société, et qu'on pouvait imaginer qu'ils fassent œuvre avec tout leur talent et toute leur intériorité et leur exception, mais à partir du désir des territoires d'avoir sur leur territoire l'expression d'un geste artistique, que ce soit une œuvre plastique, que ce soit une œuvre commémorative. Par exemple, l'œuvre qui s'est faite pour la mémoire des victimes du Bataclan par Du Sapin a été
commandé par le processus des nouveaux commanditaires, qui est en fait le suivant, c'est-à-dire qu'à partir de cette émergence du désir de quelque chose sur son territoire, les gens, la communauté quelle qu'il soit, qui a envie de ça, fait appel à un médiateur, les nouveaux commanditaires, qui non seulement va chercher sans doute l'artiste le plus adapté, le meilleur possible. Hein, pour être en phase avec la démarche. Voilà, donc pour être vraiment dans la grande démarche artistique. Et pour ce qui est du financement, parce que c'est une chose très importante qu'on va aussi aborder, nous avons la chance d'être dans un pays où la culture est une compétence partagée. C'est-à-dire que le budget de la culture n'est pas le seul pourvoyeur de fonds, à part bien sûr le mécénat, pour la culture. L'ensemble des collectivités territoriales intervient pour autant, alors je ne sais plus aujourd'hui quels sont les chiffres, on connaît ça. Non, c'était grosso modo à l'époque, le budget du ministère de la Culture était de 10 milliards et l'ensemble du budget des collectivités territoriales était le même. Et chacune intervenant effectivement pour sa part. Donc c'est très intéressant comme quoi, pour toute action, c'est important de se mettre ensemble pour partager et faire émerger avec d'autant plus de puissance les choses. Et là, on a un exemple parfait avec les nouveaux commanditaires. Jean, réaction, et puis je voudrais qu'on se retrouve dans ce domaine de Chambord que tu as tant aimé, pour lequel tu as tant œuvré. Mais peut-être réaction par rapport à ce que disait Françoise, qui nous a parlé d'urbanisme, et on a l'urbanisme, on a la société. Oui. Vous avez abordé effectivement la question des sols et de l'occupation des sols, dont on sait qu'on est en train d'épuiser en fait nos ressources territoriales. Et c'est une notion très importante pour comprendre aussi la notion du patrimoine. Je fais juste un petit retour en arrière sur le thème, hein, pourquoi réparer le patrimoine. Ça paraît une évidence, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'après tout, on pourrait aussi ne pas conserver nos monuments, les laisser tomber. Ça s'est fait à certaines époques, et on ne pourra pas accumuler indéfiniment du patrimoine bâti. L'Europe est par excellence le continent du patrimoine. On parlait du Japon ce matin. Les Japonais ont une autre conception du patrimoine que nous, c'est-à-dire en termes d'authenticité. Ils refont leurs temples, leurs palais en bois, ils le refont à l'identique, mais ils ne cherchent pas à conserver ce qui était du matériau ancien. Donc ce n'est pas la charte de Venise en termes de restauration. Chez nous, en fait, il y a eu deux éléments en fait, sur la politique de patrimoine qui, vous le savez, est née à la Révolution. C'est l'abbé Grégoire au moment des destructions révolutionnaires, et puis Victor Hugo avec ce magnifique pamphlet qu'aimait beaucoup d'ailleurs Gonzague Saint-Brie, qui était Guerre aux démolisseurs, c'est 1825. Et c'est à la fois l'idée que le patrimoine est une ressource qui s'épuise, donc c'est aujourd'hui la question des sols, c'est l'idée que ça nous relie avec notre passé, mais qu'en fait ça dit ce que nous sommes et ça nous prépare à l'avenir. Et c'est aussi l'idée d'effacer un traumatisme, quelque chose qui nous a séparés, donc c'est l'idée du vivre ensemble. Et dans le patrimoine, vous trouvez tout ça. Et bien sûr que le patrimoine est vivant. Par définition, il est parce que, en fait, un bâtiment bouge, il l'est par le public et il respire, l'est par la création. Le bâtiment, quelque part. Pardon ? Je dis, le bâtiment respire, en fait. Oui, un bâtiment respire, c'est qu'il n'est jamais figé et puis il est particulièrement vulnérable. Enfin, on a vu ça avec Notre-Dame de Paris. Et voilà, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on restaure Notre-Dame de Paris. Il y a bien sûr une nécessité politique, mais on voit bien qu'il y a la catastrophe. Pourquoi est-ce que cette catastrophe nous touche autant et touche à travers le monde ? C'est que la puissance d'émotion est extraordinaire, donc les sentiments. Et puis il y a cette dimension mystique qui n'est pas propre simplement à l'affectation cultuelle du monument, mais en fait à l'idée qu'il y a une transcendance qui traverse l'humanité. Et on trouve ça dans le patrimoine. Comment est-ce que tu t'y es pris avec les équipes quand tu arrives à Chambord ? Parce qu'on ne peut pas tout restaurer. Il y a forcément un parti pris à un moment, vu l'ampleur. Oui, comment on commence ? Parce qu'on est sur du temps long. Est-ce qu'il faut faire une analyse d'abord de l'état des lieux ? Raconte-nous ton arrivée et tout ça. Il y a une analyse, il y a un schéma directeur qui est validé par la ministre ou par ses services. Et en fait, moi, en arrivant, j'ai juste renversé l'ordre des choses parce que j'avais la chance d'avoir un schéma qui était déjà assez prêt, mais qui durait 10 ans. Et j'ai vu que c'était compliqué de restaurer à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas vraiment d'accord des équipes. Donc j'ai commencé par faire les abords, c'est-à-dire tout le tour du monument. Et là où, en fait, on nous attendait le moins. Et il y a ce triptyque en restauration qui est la distinction entre évocation, restauration et restitution. Restitution, c'est assez simple, c'est vous rétablissez quelque chose de disparu, mais à l'identique.
En réalité, c'est jamais identique parce qu'en fait, le monde a changé. Par exemple, vous restituez un jardin à la française qu'on avait fait, vous ne remettez pas forcément les mêmes essences parce qu'entre-temps, il y a des maladies ou parce que ça coûte trop cher, mais vous le faites exactement dans le plan et toujours avec un avis scientifique. L'évocation, ça peut être que vous savez qu'il y avait quelque chose là. On n'en a pas la trace absolument exacte, mais on en donne une idée. Des écrits qui rappellent et qui Voilà, font qu'on s'en inspire. par exemple, à Chambord, c'est la dorure des lanternons. Elle était présente, mais on ne sait pas jusqu'où. Donc on fait une évocation conforme à ce qu'on sait qu'il y avait au XIXe siècle. Et puis la restauration, il y a deux formes de restauration. Vous avez la restauration où en fait, ça nous ramène au thème de ce matin, où vous effacez les meurtrissures. C'est simple, vous changez une pierre, vous ne pouvez pas faire autrement, etc. Mais, alors, en France, c'est jamais comme neuf, heureusement. Ou bien vous avez la restauration, par exemple, peinture ancienne, un tableau, vous laissez apparaître la partie manquante, vous la peignez en gris, et vous restaurez le reste. Et ça, c'est conforme à la charte de Venise. Et ce qui est très intéressant, si on reprend l'exemple de l'Europe, c'est qu'on a quand même plusieurs conceptions de la restauration. Si vous prenez les restaurations d'après-guerre, nous, en France, on n'a plutôt pas restauré tel que c'était. On a plutôt créé, c'est l'exemple du Havre, où on a restauré Saint-Malo, mais pas totalement de la même manière, alors qu'en Europe centrale et orientale, on a parfois restauré à l'identique des villes qui avaient été entièrement rasées, que ce soit Varsovie ou Munich et beaucoup de villes allemandes. Françoise Nyssen, par rapport à ce que dit Jean sur cette façon d'interpréter quelque part ce qui nous est laissé pour le transformer, pour extrapoler, pour trouver une évocation, vous qui avez fait des études d'urbanisme après. Oui, c'était ma profession de foi. J'ai travaillé dans un cabinet d'architectes et j'ai travaillé avec beaucoup d'architectes. J'ai toujours été très touchée par les architectes qui pensaient d'abord l'habiter plutôt que le geste. Et c'est à Arles, on a des exemples qui sont d'ailleurs très intéressants, parce qu'il y a des gestes architecturaux forts, parce qu'il y a une tour qui a été faite par Franck Gehry, et puis en face, il y a le bâtiment de Marc Barani pour l'école de photo, qui, elle, au contraire, s'inscrit dans le paysage. Donc, toutes les attitudes sont possibles, et elles sont intéressantes. Mais par rapport à l'évocation, c'est là où les artistes aussi rentrent en ligne de compte, parce que souvent, dans leurs œuvres, par une évocation, ils rappellent ce que pouvait être, et donc on peut ainsi prolonger. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et les artistes sont très, très, très forts pour nous faire cette évocation-là. Vous parlez d'école. Je sais que tous les sujets d'éducation vous tiennent à cœur, parce que la culture, la restauration du patrimoine, le faire vivre, c'est aussi donner à penser, donner à comprendre à toutes les générations l'école du domaine du possible. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, alors... vous faites allusion, je dirais, c'est un peu le projet d'une vie. Je dirais, c'est que cette question que nous vivons actuellement et dont on va voir le résultat dimanche, etc. C'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à faire société? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à écouter l'autre? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire comme dit Edgar Morin, des oasis de fraternité? Pourquoi alors il y a tellement de colère chez certains d'entre nous, et qui est de la colère pour des gens qui sont très démunis, on le comprend absolument, mais chez d'autres qui sont moins... il y a quelque chose qui se passe, et si on essaye de se dire, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? Et quand on a la chance, comme moi, d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir d'autres systèmes que celui en France, par mes origines et par mes nombreux enfants, il y a quelque chose qui se joue au niveau du système éducatif. Et autant on a la chance d'avoir la possibilité de l'instruction accessible et gratuite pour tous, autant quand on veut faire du tous pareil et tous dans une espèce d'égalitarisme qui se retourne contre lui, on n'est pas. C'est difficile de faire des êtres confiants et responsables et qui fassent société. Donc c'était une chose auquel on a beaucoup pensé avec mon mari depuis toujours. Et on s'était toujours dit qu'un jour, on ferait une école. Et cette école, elle nous a été inspirée parce qu'on a eu un fils qui était un artiste et qui était un être hypersensible. Et effectivement, on a vu son parcours à l'école. Il n'y avait pas de possibilité pour qu'il soit accompagné vers
une possibilité d'être. Vous ne pouvez pas rentrer dans le système, comme on dit. C'est même pas le système, parce que nous, l'école qu'on a créée, s'il y a bien un terme que je n'aime pas, c'est alternatif. Parce que c'est une école exigeante, c'est une école de la République, c'est une école qui permet de se confronter à la société telle qu'il s'est. Et aujourd'hui, et c'est pour ça que toutes les situations, et même pour le patrimoine, il s'agit de la même chose, tout évolue parce que la connaissance n'est plus accessible de la même façon. Et donc, il est important d'amener à nos enfants la possibilité d'être acteurs de leurs apprentissages, qu'ils soient responsables et qu'ils puissent être dans l'esprit critique pour construire leur avenir, être des piliers d'eux-mêmes, je dirais, pour utiliser un terme plutôt que de subir ça. Donc on a créé cette école qui s'appelle l'école du domaine des possibles. Il se fait qu'elle est dans une ferme, donc la question de l'agroécologie du sol a toujours été une question importante. Et à travers les publications que nous faisons, nous avons la chance de publier des philosophes comme Baptiste Morisot qui nous dit « Mais ne soyons pas fâchés sur nous-mêmes, on s'est juste trompé. On est dans une crise de la sensibilité. On a oublié qu'on était vivant parmi les vivants. » Comment on éveille aux sensibles ? Alors justement, il y a plusieurs façons. La culture, elle est essentielle, et la pratique d'un art, quel qu'il soit, est essentielle. Parce que tout être en naissant, le petit bébé lui-même, a à l'intérieur de lui des interrogations. Il ne sait pas si ça a un sens, ce qui émerge en lui. Et s'il n'est pas confronté à un art, quel qu'il soit, il ne peut pas le partager. Et donc l'art, ça commence comme ça. C'est la pratique de l'art, de la musique, du théâtre, de la lecture permet tout d'un coup de connaître l'autre et de se dire... et d'accueillir l'autre. Et d'accueillir l'autre, voilà. Donc ça, c'est très très important, et c'était un des... Je regarde Claire Guillemin qui est là, puisqu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble un temps pas assez long, puisque Claire, elle est partie vers d'autres aventures, mais sur cette question-là au ministère, pour moi, c'est capital. La pratique de la culture, elle devrait être de base à tous les niveaux de l'enseignement. Et je pense que ça, c'est déjà une voie. Et puis, c'est de la philosophie. On est dans un pays où on fait de la philosophie en dernière année, enfin au lycée. Je veux dire. Alors, apprendre à débattre, apprendre à écouter l'autre, apprendre à l'entendre, apprendre à le regarder, apprendre à s'ouvrir. Moi, j'étais aussi très étonnée quand j'étais rue de Valois, que les problèmes ne soient pas plus souvent abordés en faisant, puisqu'on va parler de patrimoine de langue, en faisant plus souvent du parangonnage, pour pas dire du benchmarking. Et parce qu'on ne peut pas traiter un problème et imaginer des pistes sans se dire bon nous ne sommes pas les déteneurs de la vérité. Il faut voir ce qui se passe ailleurs, tester, expérimenter. Ça, c'est peut-être mon côté chercheur, mais pour moi, c'était... Et accueillir l'autre. Et donc, une école, l'école du domaine du possible, travaille toutes ces questions-là dès le plus jeune âge. Et je peux vous assurer que quand on voit Sacha, qui, quand il est arrivé... Alors, c'est une école qui est inclusive. Parce que le reproche qui pourrait être fait immédiatement, oui, mais c'est réservé à des gens... Une élite, pas du tout. C'est une école complètement inclusive. 30% des familles au niveau social sont soutenues par un fonds de dotation. C'est une école complètement inclusive sur la diversité des profils d'apprentissage. Et Sacha, qui est arrivé à 8 ans, autiste, pratiquement en boule, aujourd'hui joue merveilleusement de la trompette et tout droit, est le professeur de trompette des autres élèves et s'en va dans une classe de lycée musical à Salon. Et je n'ai que des exemples comme ça parce que c'est possible, ce n'est pas une fatalité. Et donc, beaucoup de choses passent par-delà et elle est essentielle. Repartons aux racines de notre être au monde. Revenons à Chambord, justement, les racines de Chambord. Avec Françoise, on parlait de cet éveil aux sensibles. Tu arrives à Chambord, donc j'imagine l'euphorie de voir, de penser à François Ier, enfin de tout ce qui est passé. Comment est-ce que tu animes toute une équipe ? Françoise disait accueillir l'autre, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, des métiers qui sont souvent méconnus. Et comment le patron de Chambord que tu étais, pour faire vivre ce patrimoine, le faire peut-être prolonger sa vie, évidemment, s'y prend ? Comme toujours, en fait, il faut essayer de présenter une vision, la faire partager. Et ce qui était alors difficile pour moi, parce qu'en fait, ça, je l'ai appris, c'était de pouvoir parler aussi bien à quelqu'un qui pouvait être agrégé de lettres qu'à quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire. Et donc, quand je suis arrivé, il y avait le responsable des travaux qui m'avait dit « Vous parlez l'énarque ». Puis au bout de quelques temps, il m'a dit en fait, vous avez appris à parler.
Donc ça veut dire qu'on bouge au contact du... Et donc il faut arriver à... et en même temps, c'est exactement ce que disait Alain Juppé ce matin, mais à toute petite échelle, c'est qu'on présente une vision sur le moyen long terme, et puis on a une question sur l'immédiat. Tiens, il y a un trou dans le trottoir, est-ce que ça n'a pas été réparé? À quelle heure est notre pause? Je voulais, moi, rebondir aussi sur le sensible. À la question comment est-ce qu'on apprend le sensible? En fait, par le contact avec le sensible. C'est-à-dire pas par le cérébral, pas par l'écran. Par l'émotion. Et c'est vrai que ça n'est pas le propre de l'éducation en France, y compris d'ailleurs dans les lieux culturels qui sont des lieux d'expérimentation extraordinaires pour ça. Le patrimoine est magnifique pour ça parce que c'est un moment d'émotion partagée entre plusieurs générations. C'est aussi des moments concrets. On a par exemple fait un potager en permaculture sur la question de renouvellement de la terre. Ça, c'est pédagogique. Et puis les enfants peuvent toucher voilà. Et si on prend l'exemple de nos amis britanniques, on se rend compte que eux, lorsqu'ils font une visite de monument, ils proposent des expérimentations sensibles. C'est beaucoup plus concret. Par exemple, il y aura les odeurs dans une cuisine. Nous, on aura une conférence sur les odeurs telles qu'elles pouvaient être à la Renaissance. C'est moins immédiatement perceptible. Oui, on est dans du sachant vers l'apprenant. Françoise, réaction? Oui, j'étais confrontée rue de Valois à un problème qui m'a amené face au député de la 14e circonscription de Marseille, je crois. C'est ça, si vous voyez qui je veux dire, qui est venu dans mon bureau avec sa colère et le comité de quartier parce qu'il y avait un immeuble qui était construit au boulevard de la Corderie et on venait de trouver dans les jardins de l'immeuble des vestiges du IVe siècle avant Jésus-Christ qui dataient la naissance grecque de Marseille. Et évidemment, tout se traitait avec colère. C'était oui ou non. Très manichéen. Voilà, le ministère de la Culture aurait dû carrément dire bon, on ne fait pas la construction, etc. Je sais que c'était dans le jardin, donc le ministère de la Culture a classé cette. Alors je ne sais plus si c'est classé, on dit, c'est le juste terme. Oui, on va dire classé. Bon, voilà. Et ces vestiges, moi, ce que j'ai proposé et j'ai impliqué là-dedans, évidemment, et la municipalité et le constructeur en disant, écoutez, là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Le plus important, c'est qu'ils servent aux jeunes pour voir quelle est l'origine de cette ville. Je leur avais demandé de faire un cheminement qui permet, même pendant les travaux, d'aller voir la carrière, de documenter... C'est ce que tu as fait aussi, Jean. On pouvait, pendant les travaux, la vente continue. Et de documenter sur la palissade, etc. Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est merveilleux dans cette découverte-là, c'est pas en faire une polémique, parce que le comité de quartier, ceci, etc., et politiquement cela. Non, c'était effectivement de le préserver et ensuite d'en faire un outil pour que les enfants puissent comprendre l'histoire de leur ville, en être fiers, travailler, aller sur le chantier. Enfin bon. Jean, peut-être tu vas réagir, mais après je voudrais qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui. Parce que quelque part tu es garant j'allais dire un patrimoine immatériel, la diplomatie, puisque tu es avant tout diplomate, et tu représentes la France en principauté. Moi je voulais juste rappeler une proposition que Françoise Nyssen avait faite au moment d'être ministre et que moi j'appréciais beaucoup et qui pouvait paraître peut-être naïve, mais qui à mon avis était stratégique, qui était de soutenir le chant amateur et la pratique amateur de la musique. Parce que je suis persuadé que d'un pays à l'autre, selon l'importance de la pratique musicale, on forme des sociétés différentes et qu'on sait tous que la musique est quelque chose d'intégrateur. Vous faites chanter par exemple, tous les participants à ce colloque ensemble, vous aurez une autre atmosphère dans le colloque. Je dis ça pour l'an prochain. Ouais, t'as raison. Donner des idées. Très bonne idée, Jean-Pierre. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà. Et or, et quand je dis qu'on a une tradition plus cérébrale, c'est une manière aussi de s'en éloigner. Et je pense qu'il faudrait revenir à cette idée. Courte réaction de Françoise, et après on part pour Monaco. Sur ce sujet, on a eu la chance de publier une femme qui a parlé de cette question et de l'importance. Et elle disait, mais la musique, elle est essentielle à l'éducation. Enfin, ça permet de suivre quelqu'un. Hein. Quand on chante ensemble, on suit quelqu'un. Donc ça apprend la citoyenneté. On s'écoute les uns les autres dans toutes les langues. C'est de la co-construction. C'est de la gestuelle, c'est de la coordination des mouvements. Enfin, c'est tout. Elle dit, c'est aussi important. Enfin, c'est aussi important que les mots. Est-ce que vous avez imaginé un enseignement où il n'y aurait qu'1 heure de mots par semaine ? D'accord. Jean, tu passes
de château en palais. Voilà. Je suis logé plus modestement. Hein, je sais en plus où tu es. Tu ne peux pas laisser croire des choses qui ne sont pas. Non, non, je confirme. Tu as une belle vue, mais voilà. Jean, raconte-nous, parce que c'est le soutien infaillible de la République française à Monte-Carlo, enfin à toute la principauté. On peut raconter Monaco comme en effet un patrimoine immatériel et matériel qui dure depuis 7 siècles et donc qui est un État souverain qui s'est perpétué, qui s'est certainement perpétué par l'agilité de la maison de Grimaldi, mais probablement aussi par sa situation géographique, puisque comme vous le savez, le Rocher en fait est au bas d'une chute des Alpes-Maritimes qui portent bien leur nom et donc très difficilement accessible. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est qu'au fond, c'est une cité-État comme il y en avait partout en Europe, en Italie, en Allemagne, etc. Donc c'est une sorte de survivance et en même temps une sorte de laboratoire d'une grande modernité sur l'écologie, la protection des océans, la création culturelle. C'était un des lieux de création d'opéra en Europe les plus riches depuis la création du casino par Charles Garnier et l'opéra par Garnier en 1963-67. Et il y a cette relation qui remonte au traité de Péronne en 1641, où il y a un renversement d'alliance, où Monaco passe de l'Espagne vers la France, parce qu'en fait c'était un point stratégique pour nous. Et en grosso modo, sauf la Révolution et l'Empire où on les a annexés, et une courte période au 19e où ce sont les Italiens qui succèdent, il y a cette alliance entre la France et Monaco. Aujourd'hui, ça fait quand même un État qui a une voix aux Nations Unies, au Comité olympique international, à l'UNESCO, dans plein d'instances internationales, et pour 40 000 habitants, et qui regroupe plus de milliardaires à Monaco qu'il y en a dans toute la France. Donc c'est quand même assez frappant comme Tu disais 40 000 habitants, combien de monégasques ? 9 500 monégasques, plus 42 000 salariés français et italiens tous les jours qui viennent travailler, avec les mouvements plus pendulaires. les touristes, etc. Ouais. Comment ? Parce qu'on pourrait t'ériger une statue. Tu fais un métier très discret, Jean. Les diplomates sont discrets par définition. Ce qui d'ailleurs, moi, m'a changé, c'est qu'à Chambord, j'étais libre d'action et d'expression. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé rue de Valois, j'ai trouvé que c'était un lieu de liberté, quoi. J'avais l'impression qu'on pouvait donner son opinion, exprimer des émotions. Au Quai d'Orsay, vous n'êtes pas formé à ça. Vous êtes formé pour exprimer un langage qui est taillé au cordeau. Et vous devez éventuellement improviser sur un langage de base. C'est une représentation sociale un peu particulière. C'est une représentation sociale, oui. Mais c'est un exercice intéressant aussi. Qu'est-ce qui est excitant dans l'exercice ? Qu'est-ce qui est excitant dans l'exercice ? D'abord, c'est quand même la fierté de représenter son pays. Parce que c'est un grand honneur. C'est l'idée de se rendre utile. C'est aussi l'idée d'apporter une information par une synthèse qu'on croit facile d'accès, en fait, qu'il ne l'est pas, et d'arriver à l'exprimer simplement et parfois de manière un peu tranchée à Paris. Et que vive le patrimoine et que vive la relation avec le prince souverain et la France ? Le prince souverain Albert II est une figure très intéressante parce que c'est un grand protecteur des océans, vraiment engagé. C'est quand même le seul chef d'État qui a été à la fois au pôle Nord et au pôle Sud. C'est une figure olympique aussi. C'est quelqu'un qui a compris vraiment beaucoup d'enjeux contemporains. Politiquement, au fond, c'est un peu une sorte de démocrate américain, par les Kelly, par sa mère, et c'est un grand ami de la France. Je dis ça parce que ça paraît être une évidence, mais ça pourrait ne pas l'être. Et donc, c'est une relation à cultiver. Françoise, peut-être pour terminer, avant de vous laisser la parole, Avignon, c'est un patrimoine en soi. Bien sûr, mais qui vit grâce à la culture et ce qui s'y passe. Hier soir, c'était flagrant et on voit bien que là, le théâtre se passe dans tous les lieux. Il déambule dans le territoire. Il déambule, il fait vivre... Et il déambule de plus en plus aussi à l'extérieur et dans la nature. Par exemple, alors c'est un retour, mais Écube dans la carrière de Boulbon, et c'est absolument extraordinaire. Et c'est étonnant de voir comment le maire de Boulbon a absolument voulu réaccueillir... des spectacles de théâtre. Comment l'année passée, c'était l'adaptation de Comme ma joie demeure de Giono, qui était déambulé dans la campagne. C'était absolument magnifique et ça permettait d'accéder à ces paysages et de les vivre.
Donc oui, c'est... Puis ce qui vous excite, et ce qui nous excite aussi, c'est qu'il y a une appropriation par tout le monde, un partage avec des gens qui viennent de partout. Mais ce que je voulais dire, pour rebondir sur ce que vous faites, parce que vous le faites à un niveau très, très important, moi je considère que c'est une chance et un honneur. J'apprécie beaucoup de cette responsabilité. Je suis vice-présidente des Alliances françaises. Et je suis absolument émerveillée de l'énergie et dans un rapport, je dirais presque sain, parce que c'est un rapport public-privé, et avec vraiment une énergie pour défendre ce qu'est la langue française, le patrimoine, etc. Il faut un travail absolument fantastique, quelque chose de très, très important. Et puisque j'en ai rencontré là dans la salle, je voudrais dire qu'une des choses qui m'a le plus, parce que vous vous rendez compte, quand même, chercheur en biologie moléculaire, urbaniste, éditrice, et venir parler, être en responsabilité... Qui a refusé la Villa Médicis, entre parenthèses. Oui. Voilà, c'est peut-être que... Bon, je voulais retourner sur le terrain. Je voulais dire que ce qui m'a le plus formé, parce que donc je n'ai pas eu de formation notamment adaptée à tous vos métiers et puis à la politique, à la diplomatie, ce sont les APM. Et je voulais rendre un hommage aux APM parce que j'ai découvert en pratiquant les APM pendant plus de 20 ans comment c'est d'essayer de réfléchir en sortant de son cadre. Parce que j'entendais bien qu'au Quai d'Orsay, il y a des choses qui sont assez normées. Dans les ministères, on se rend bien compte que les choses sont quand même assez en silo. Hein. J'étais quand même assez stupéfaite. Enfin, peut-être que ça ne vous choque pas, mais moi, quand je suis arrivée, de découvrir que, par exemple, l'enseignement de l'architecture dépendait de la Direction générale des patrimoines et l'enseignement de création artistique dépend l'enseignement des écoles d'art. Voilà, je vais y arriver. Et que les écoles d'art dépendaient de la Direction générale de la création artistique, deux ministères qui ne se parlaient pas forcément. Je ne comprenais pas du tout comment c'était même envisageable d'avoir fait une chose pareille. Donc je crois que... et là, pour revenir aux APM, les APM vous apprennent vraiment, et ce serait très important pour beaucoup, objectivement, pour beaucoup d'énarques, objectivement. Mais ça n'existe plus. Oui, bon, enfin, de ceux qui ont fait, c'est effectivement apprendre à sortir du cadre. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, comme je sais que j'en ai rencontré, je voulais rendre hommage à cette institution qui est absolument remarquable. On a une question, parce que je sais qu'après il faut que vous partiez, Françoise. C'est Jean-Pierre qui va la poser. On a un micro que je vais te tendre, cher Jean-Pierre. Hop, le voilà. Tiens. Moi, j'ai effectivement une question qu'on a abordée, puisqu'on a eu la chance de se parler un petit peu au téléphone il y a quand même quelques temps, et que vous venez d'aborder tous les deux, mais j'allais dire un peu en sous-conversation, pour reprendre un terme de Nathalie Sarraute, et qui est finalement le rayonnement du patrimoine français à l'étranger. On en avait parlé, je vous disais, quid de ce que les diplomates apportent à cet objectif ou à cet idéal, et vous venez aussi de l'aborder de façon incidente. Donc je me disais, si on pouvait juste élaborer un tout petit peu autour de ça, ça me ferait plaisir. Ça nous ferait une petite synthèse. Qui commence? Jean? J'ouvre et comme ça vous ferez la conclusion. Oui, bien sûr que c'est un outil de rayonnement extraordinaire et c'est une des chances de la France, de l'Italie aussi. Parce que derrière le patrimoine, il y a un art de vivre, il y a un goût et donc une prescription aussi d'ailleurs de consommation de biens. Enfin, je pourrais vous faire tout un argumentaire économique là-dessus, mais il y a une première chose évidente, c'est le rayonnement de l'image. C'est-à-dire la circulation à travers le monde d'images de lieux de patrimoine en France, de la France, et qui donc donne une notoriété au pays. Et ce qui est nécessaire aujourd'hui, puisqu'on n'a plus l'importance qu'on avait en 1900. Le deuxième élément qui me paraît assez simple aussi, par le tourisme qui est très important en France, c'est la puissance d'émotion. C'est-à-dire que vous venez passer des vacances en France, vous allez visiter un musée, quelque chose, vous repartez, ça s'est bien passé, vous avez eu une émotion, et vous associez la France à cette émotion, et vous serez sans doute plus réceptif aux positions de la France en diplomatie, mais également peut-être que vous achèterez plus facilement des biens ou des services français. Donc c'est extrêmement important. Donc en gros, faites visiter Chambord parce que ça sera bon pour vos entreprises, si je peux résumer. Et puis il y a aussi la puissance du nom, les noms. En fait, alors ça c'est quelque chose que j'avais essayé mais c'est difficile effectivement avec des organisations en silo de faire passer l'idée, mais on a des toponymes qui sont autant de marques. Vous mettez des siècles à faire une marque comme Chambord ou comme Versailles, etc. Et ces noms-là, on ne les défend pas assez. Moi, par exemple, j'avais un contentieux avec un grand alcoolier américain qui s'appelle Brown-Forman,
qui voulait nous empêcher de faire du vin de Chambord à Chambord s'appelant Chambord. Donc ça, c'était quand même une sorte d'atteinte à l'honneur à l'honneur français, en quelque sorte. Donc là-dessus, on a gagné. Mais moi, réciproquement, je voulais les empêcher de continuer d'utiliser le nom de Chambord pour une liqueur que je ne trouvais pas bonne et qu'on aurait sans doute trouvé bonne si nous avions versé des royalties. Françoise. Bien, j'ai apporté quelques éléments à travers mon engagement au niveau des alliances françaises. Au niveau quand je suis sortie du gouvernement, j'ai organisé justement un peu en rebondissant sur l'idée du Grand Tour, en le faisant à partir de là où on était. On a commencé à créer des semaines annuellement qui sont Agir pour le vivant, et que j'ai créé avec des gens qui participaient avant au voyage en France, parce que quand je vais aborder cette question du Grand Tour, je me disais que ça devait se faire de cette façon-là, c'est-à-dire faire valoir ce patrimoine justement à travers un parcours artistique habité par les artistes. Et Agir pour le vivant, maintenant, à partir d'Arles, eh bien, il y en a au Cameroun, à Medellín en Colombie, l'année prochaine au Japon et au Brésil. Et c'est aussi une façon de faire voyager. Et puis, pour moi, alors là, je ne peux pas ne pas prendre ma casquette d'éditrice. La diffusion, elle est essentielle. Et la diffusion, c'est ce qui permet à la fois nous, le livre, l'écrit, de nous enrichir de la culture des autres à travers la traduction. Et la traduction de ce que nous publions vers toutes les langues permet de faire connaître. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît absolument indispensable et à laquelle on essaye d'œuvrer au quotidien dans les deux sens. Parce que on s'enrichit des autres comme on exporte notre richesse et on doit le faire toujours dans les deux sens. Et que vive le patrimoine et que rayonne le patrimoine. Ils étaient rayonnants tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Françoise, bon festival. Alors, on n'a pas le temps pour faire les questions, mais il y a eu celle de Jean-Pierre. Et je sais que vous avez une interview derrière. Voilà. Merci encore, on peut vous applaudir tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous écouter.